Maître Jean-Marc Liling, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Je rappelle, comme je l'ai dit il y a quelques instants, que vous avez été récemment nommé directeur général de l'association CIMI, qui est, si je ne m'abuse, si je ne me trompe pas, le Centre international pour les migrations et l'intégration, qui s'occupe en particulier des migrants africains qui se trouvent en Israël. Alors avec vous, nous allons parler de leur sort aujourd'hui, après la décision du gouvernement de leur donner le choix entre un départ vers le Rwanda ou bien être emprisonné. C'est une décision qui est intervenue dans le courant de la semaine en Israël. Nous parlerons également avec vous, puisque vous êtes juriste, de la peine de mort et d'une certaine manière de ce que l'on pourrait appeler justice et éthique dans la société israélienne d'aujourd'hui. C'est un titre assez général et un peu pompeux, mais c'est un titre important. Essayez de comprendre un peu comment la société israélienne se comporte. Est-ce qu'elle se comporte de manière éthique aujourd'hui, 70 ans après la création de l'État d'Israël? La première question que je voudrais vous poser en tant que spécialiste, puisque vous accompagnez depuis de nombreuses années ces migrants africains qui sont aux alentours de 40 000 aujourd'hui en Israël. Que pensez-vous de la décision du gouvernement, la dernière décision qui ne leur donne pas véritablement beaucoup de choix, soit de partir vers le Rwanda, soit d'être emprisonnés? C'est la dernière décision en date qui déshonore l'État d'Israël dans son traitement vis-à-vis des demandeurs d'asile et des réfugiés qui sont en Israël. Il faut savoir que Israël a le plus bas taux de reconnaissance des réfugiés de manière officielle. Et Israël, le gouvernement israélien et son administration font tout pour ne pas avoir à reconnaître des réfugiés. Là, pour moi, il y a une ligne rouge qui a été franchie, qui est très grave et très inquiétante. Alors, je veux tout de suite vous poser une question. Vous parlez de réfugiés. Dans le langage, dans le vocabulaire israélien, on a beaucoup parlé d'infiltrés, de migrants. Vous considérez tous on va dire tous ceux qui sont venus d'Afrique de manière assez particulière. Beaucoup, des milliers sont entrés par l'Égypte. Vous les considérez tous comme des réfugiés alors qu'ils n'ont pas ce statut obligatoirement au niveau de la loi israélienne? Absolument, mais pas au niveau de la loi israélienne. Israël est signatrice de la Convention sur le statut des réfugiés de 1951, et non seulement elle est signatrice, mais elle a joué un rôle énorme dans le simple fait que cette convention a été rédigée. Israël est signatrice. Et or, elle a mis beaucoup de temps à mettre en place un système qui chercherait donc à faire l'examen de ces demandes. Sur les milliers de demandes qui ont été faites, en fait, le système israélien n'a reconnu que très peu de demandeurs d'asile. Ces gens sont en effet rentrés en Israël en tant qu'infiltrés, donc de manière illégale, mais tout le système de l'examen des demandes de réfugiés est basé sur ce fait même que justement une personne, même qui rentre illégalement dans un pays, a droit à une procédure qui viserait à éventuellement le reconnaître en tant que tel. Deuxièmement, ce qu'il faut savoir, c'est que la très grande majorité des demandeurs d'asile en Israël qui sont arrivés d'Afrique sont soit érythréens, soit du Darfour, du Soudan. Ces deux pays étant des pays à risque, où il y a, par exemple en Europe, donnant pour exemple l'Allemagne, un très haut taux de reconnaissance. Israël ne joue pas le jeu de regarder de manière claire et saine les demandes d'asile de ces deux pays. Et donc, pour donner des chiffres concrets, sur les 40 000 qui ont fait des demandes, il y a sur les 40 000 qui sont en Israël, environ 15 000 ont fait des demandes. Oui. 4 000, je parle en 6 ans, 4 000 ou 5 000 demandes ont été examinées et 10 personnes ont reconnu l'asile. On a donné l'asile, reconnu l'asile à 10 personnes. Oui, alors je comprends, même si ce chiffre peut paraître surprenant, est extrêmement bas.
on a tout de même le sentiment, et dites-nous si on se trompe, c'est que de nombreux migrants africains sont arrivés ici, effectivement du Soudan ou d'Érythrée, mais aussi pour essayer de trouver une sorte de pays d'asile économique avant tout, et pas obligatoirement parce qu'ils fuyaient des massacres ou une situation extrêmement douloureuse ou problématique dans leur pays. Est-ce qu'on se trompe quand on parle de ça, quand on parle de toute cette industrie, on va dire, du transfert illégal de ces migrants qui existaient dans les années, on va dire, fin des années 2000, début des années 2010, ça a bien existé, on s'est pas trompé à ce niveau-là. Écoutez, l'industrie, elle existe en effet, il y a des trafiquants. De personnes humaines, et en effet beaucoup de ces Africains ont payé un prix très très cher, non seulement au niveau pécunier, mais ont été torturés, Oui. ont été kidnappés, certains n'avaient jamais entendu parler d'Israël et ont été, on va dire, contraints de venir en Israël en tant que victimes de trafic. Ensuite, écoutez, encore une fois, la responsabilité du gouvernement israélien et de tout gouvernement, d'une administration qui fonctionne bien, c'est de mettre en place un système qui analyse et qui regarde et donne une chance aux demandeurs d'asile de mettre en avant leurs demandes et les arguments qui éventuellement les autorisera à rester en Israël en tant que réfugiés. Or, ce système, encore une fois, depuis 6 ans, n'a reconnu que 10 personnes. Donc, par rapport, même si on regarde les chiffres en Europe, et pas tous les pays sont généreux, on va dire, comme l'Allemagne, mais 10 personnes, c'est une goutte d'eau dans un océan. Et oui, en effet, Israël est attractif au niveau économique. Donc, il peut y avoir éventuellement un certain nombre, et peut-être un nombre même important, qui seraient venus pour des motivations économiques. Mais c'est à Israël de faire l'examen de ces demandes. Et or, ils ne le font pas, et certainement pas de manière juste et claire et transparente. Alors je pose cette question concernant, parce qu'on en a aussi parlé autour de cet amendement sur la loi sur la peine de mort aujourd'hui, qui suscite un certain débat concernant justement, on va dire, la morale, l'éthique. Est-ce qu'un État juif peut aujourd'hui reconnaître, ou en tout cas condamner à mort, y compris des terroristes coupables d'actes particulièrement abjects, alors que, bien, on va dire que dans la tradition juive, eh bien, on disait qu'un tribunal rabbinique, un Sanhédrin qui décidait une fois tous les 70 ans de la mort d'une personne était considéré comme cruel. Est-ce que cruel et même criminel. Voilà, criminel. Est-ce que à votre avis, en tant que juriste, et vous qui êtes donc très proche donc de ces problématiques autour des infiltrés, de ce que vous avez appelé les réfugiés africains, vous avez le sentiment qu'il y a un manque, on va dire, de compassion, un manque de chemla, c'est le terme que l'on utilise en hébreu, dans la société israélienne d'aujourd'hui, face à des situations qui sont malgré tout à fait complexes, hein, parce que tous les pays ne sont pas victimes du terrorisme comme l'État d'Israël l'est aujourd'hui, y compris même dans le monde occidental, et peut-être que tous les pays n'ont pas la capacité de l'État d'Israël d'accueillir des dizaines de milliers de migrants illégaux qui arrivent en Israël dans des circonstances un peu problématiques. D'abord, je ferai une différence entre le gouvernement et les politiques du gouvernement israélien et la société israélienne. Je crois que la société civile israélienne est beaucoup plus dynamique, ouverte, et fait preuve de beaucoup plus de compassion, de chemla, que son gouvernement, certainement le gouvernement actuel. Donc moi je fais la différence. J'ai grand espoir pour la société israélienne, qui fait preuve, encore une fois, d'une capacité de se remettre en question et d'examiner des questions avec beaucoup de sensibilité, même quand elles sont extrêmement complexes. Et personne ne nie que Israël est dans une situation unique et doit faire face à des enjeux que beaucoup de pays beaucoup plus anciens et beaucoup plus puissants auxquels ils ont du mal à faire face. Donc ça, personne ne le remet en question. La question que vous posez, pour moi, c'est une question fondamentale de
en fait, de se regarder dans le miroir, de dire qui suis-je et qui souhaite qu'est-ce que je souhaite devenir. Ça, c'est bien sûr à titre individuel, nous en tant qu'Israéliens, en tant que Juifs et en tant que société. C'est une question fondamentale. Oui. Et j'ai le sentiment que les décisions qui sont prises, notamment sur les infiltrés ou autres réfugiés, et sur la question de la peine de mort, c'est à courte vue. C'est des politiques qui cherchent vraiment à calculer à courte vue, éventuellement de manière polémique ou non, mais en tout cas de gagner un capital politique sur le dos de choses, de questions essentielles pour la société israélienne qui, si Dieu le veut, on sera encore là dans 10 ans, dans 20 ans et dans 100 ans. Et ça, c'est le visage de la société israélienne. Sur la question de la peine de mort, d'abord, il y a c'est vraiment un débat dans le monde entier. Est-ce que la peine de mort obtient les résultats escomptés sur le fait de... Bon, alors ça c'est une chose. Quand la France a voté la loi contre la peine de mort, entre parenthèses, c'est un juif qui l'a fait voter, Badinter, ça a été considéré comme une avancée énorme. Le Conseil de l'Europe et les institutions de l'Union européenne considèrent que c'est une avancée pour l'humanité que de mettre la fin à la peine de mort dans les différents pays démocratiques. Est-ce qu'on veut, et par contre, au contraire, à contrario, le fait que dans certains États des États-Unis, il y ait la peine de mort, c'est considéré justement comme une marque de Caïn sur cette démocratie qui est censée être une grande démocratie. Alors ça, c'est une vraie question. Et encore une fois, les valeurs juives ne sont pas exactement pour faire avancer le cas de la peine de mort au sein du peuple juif. Et encore oui, on est face à des questions extrêmement difficiles. La sécurité d'Israël est primordiale et nos gouvernants doivent s'en préoccuper. Mais même des spécialistes israéliens, et d'ailleurs entre parenthèses les partis Haredi, se sont opposés au fait de faire avancer la cause de la peine de mort. Et de même, je dirais la même chose, il faut avoir une vision globale sur la question des migrants, qu'ils soient réfugiés ou non. Israël se perçoit encore comme un pays d'Aliyah. C'est très bien, et c'est la vocation d'Israël d'accueillir et même d'encourager le fait de faire venir des Juifs du monde entier pour qu'ils s'installent en Israël. Mais de fait, on importe aussi une main-d'œuvre bon marché de très nombreux pays pour travailler dans l'agriculture, le bâtiment et l'aide à domicile pour les personnes âgées. Israël a besoin de cette main-d'œuvre. Et en parallèle, on ne fait preuve d'aucune capacité d'accueil pour vis-à-vis des migrants africains, dont, encore une fois, à mon avis, une grande partie pourrait être reconnue en tant que réfugiés. Vous savez, Jean-Marc, je me souviens, parce que souvent quand on parle des réfugiés, on en parle depuis plusieurs années, hein, et on parle de la problématique qu'ils représentent, par exemple dans le sud de Tel Aviv, où ils ont toujours tous été, on va dire, on va utiliser le mot de terme un peu dur, de concentrés. Ils ont été concentrés dans le sud de Tel Aviv et ils ont... Par le gouvernement israélien. Par le gouvernement israélien, ou effectivement par ceux qui les acheminaient de la frontière égyptienne. Mais on a souvent avancé comme modèle ou comme exemple le fait que le gouvernement de Menachem Begin avait à la fin des années 70 accueilli les boat people du Vietnam, mais en disant qu'à l'époque, eh bien, il y avait cette compassion, il y avait cette sensibilité, et que celle-ci a disparu de la société israélienne. Mais tout est une question de quantité, on va dire, de nombre de réfugiés qui arrivent ici. Lorsque quelques centaines de réfugiés arrivés du Vietnam, eh bien, l'État d'Israël avait la capacité de les accueillir. Et aujourd'hui, eh bien, comme l'État d'Israël a certaines priorités dans la répartition de son budget et qu'il consacre énormément de budget, par exemple, à la défense nationale au détriment de l'éducation, ce qui peut se ressentir dans la réalité israélienne, eh bien, il n'a pas la capacité d'accueillir 60 000 ou 70 000, comme c'était le cas à son paroxysme, de réfugiés ou immigrants africains. C'est une question de priorité, peut-être pas véritablement de compassion ou d'éthique.
Il y a plusieurs choses. D'abord, il est clair que les questions démographiques comptent et comptent particulièrement en Israël. C'est vrai qu'on a l'habitude ici, même je dirais de manière obsessionnelle, de compter le nombre de juifs par rapport aux non-juifs. Et c'est une préoccupation majeure de la société israélienne. Pour moi, un peu maladive, mais je reconnais qu'elle est importante. Mais bon, disons qu'elle est importante. J'ai pas vraiment ce sentiment, mais enfin bon, je vous le laisse, je vous le concède, disons. Mais en tout cas, bon, aujourd'hui, on en est à moins de 40 000. Est-ce qu'un pays riche comme Israël, qui n'a pas de problème de chômage et dont l'éthique même les valeurs juives, mais qui est dans le sud de Tel Aviv rencontre... Non, mais bien sûr, il ne faut pas qu'il reste dans le sud de Tel Aviv. Il n'y a aucune raison que cette population défavorisée d'Israéliens qui souffre déjà depuis des années, et entre parenthèses que le gouvernement n'a jamais cherché vraiment à aider, ni au niveau de la municipalité de Tel Aviv, ni au niveau du gouvernement israélien. Il y a eu des plans de réhabilitation du sud de Tel Aviv. Il n'en a jamais rien été. Et c'est très bien pour le Premier ministre Netanyahou de descendre, après 8 ans au pouvoir, de descendre au sud de Tel Aviv pour constater les problèmes qui existent. Mais bon, en tout cas, il y a rien qui a été fait avancer pour les Israéliens, pas pour les demandeurs d'asile, pour les Israéliens. Alors, c'est très bien. En effet, il faudrait avoir un plan. C'est la faute du gouvernement israélien qu'ils sont concentrés au sud de Tel Aviv, dans des villes où il y a beaucoup moins de demandeurs d'asile, comme Jérusalem, Eilat, Beersheva et dans beaucoup de villes du pays actuellement. La situation est en fait nettement meilleure parce qu'il y en a moins. Donc une politique de pisour, comme on dit, de répartition relativement équitable dans le pays est absolument à mener. C'est bien sûr, il n'y a aucune raison que les populations du sud israéliennes du sud de Tel Aviv aient à subir ces difficultés d'accueillir chez eux un nombre complètement démesuré d'Africains. Mais donc pour moi la question du chiffre est importante, mais en même temps, si aujourd'hui 40 000 olim de France juifs de France voulaient s'installer en Israël, dans l'année à venir, jamais on ne mettra un frein là-dessus, parce que ça fait partie des valeurs fondamentales du peuple juif et d'Israël d'accueillir des migrants juifs. Et est-ce que le bas blesse simplement quand on commence à parler des mais c'est la différence entre le respect, c'est pas non-juif, juif et non-juif, c'est plutôt légaux ou illégaux. C'est-à-dire, on parle souvent de la loi, on ne peut pas avancer la loi lorsque ça nous intéresse et la mettre de côté lorsque ça ne nous intéresse pas. Lorsque ces immigrants arrivent de manière illégale, eh bien... on doit faire l'examen selon les conventions qu'on a signées et selon l'éthique juive de ceux qui seraient éventuellement en danger si on les ramenait chez eux. On doit faire cet examen. Encore une fois, si on parle des valeurs juives, je vous mets à défi de trouver un texte qui dit qu'on doit expulser quelqu'un qui serait en danger. On parle évidemment, par exemple, de ne pas rendre à son maître l'esclave qui serait en danger. Ça, c'est pour moi une valeur fondamentale de la Torah. Et là, encore une fois, c'est à nous de faire cet examen et de manière juste et transparente et selon les standards internationaux que nous avons adoptés et que nous estimons être les nôtres. Tant que cet examen n'est pas fait de manière juste et transparente, nous n'avons que nous-mêmes à remettre en question. Si on décidait, encore une fois, et c'est cela dont on parle, c'est d'expulser des milliers de personnes dont on n'a pas fait l'examen des demandes d'asile et dont le seul crime est d'être rentrés en Israël éventuellement pour sauver leur vie et qu'on ramène et qu'on expulse dans des pays où ils seraient de nouveau dans une situation extrêmement précaire et même très dangereuse. Là, c'est la question éthique qui se pose à nous. C'est vraiment une question, vous avez dit justice, la question de la justice, c'est vraiment une question fondamentale de justice. Et encore une fois, la question de base pour moi, c'est dans quelle société souhaitons vivre, souhaitons-nous vivre et qu'est-ce qu'on fait, dans quels moyens mettons-nous en place pour être à l'image non seulement des fondateurs de l'État d'Israël, mais de nos prophètes.
Eh bien, Jean-Marc Lilling, maître Jean-Marc Lilling, merci beaucoup de nous avoir fait partager vos réflexions, vos sentiments autour de ces problématiques d'actualité dans la société israélienne, autour donc des problèmes des migrants et des choix plutôt difficiles que le gouvernement leur propose, et autour de cette loi ou amendement de la loi sur la peine de mort. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Voilà, il est 8h31 sur Studio Kalita. Nous allons marquer une petite pause et tout de suite après, Liana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour, notre histoire.